J'ai été bloquée il y a quelques années par Instagram pour avoir commis une faute. Oh là, quelle faute! Je savais pas qu'on n'avait pas le droit de... Et après, j'ai été shadowban pendant 1 année. Ah ouais, Ça a été c'est hyper long. J'ai fait 6 ans de matinale, donc ça veut dire que pendant 6 années, je me levais tous les jours, entre 3h45 et 4h du matin. Et ensuite, faut être hyper frais, hyper positif, hyper souriant. J'ai ce truc de je dois être une machine, tout le temps. Toujours être dans les temps, toujours le timing, toujours être à l'heure. C'est bien carré, bien suisse. Je vois très bien, je suis pareil. Et en fait, il y a des moments donnés où tu peux pas. Il faut accepter de pas être OK. Est-ce que tu as des conseils justement pour être plus authentique et oser raconter son histoire? La clé, c'est que Valentine Caporal, une icône nationale suisse, si incontournable que Lancôme l'a choisie comme égérie. Plus de 265 000 abonnés, une carrière à la radio et à la télévision, des réseaux sociaux qui cartonnent, une agence d'influence et la scène d'un TEDx pour partager sa vision. Valentine Caporal est multicasquette, multifacette, multi-énergie. De l'animatrice à l'entrepreneuse, au rôle de super maman qu'elle partage sans filtre, chaque étape est devenue un levier pour bâtir sa marque et fédérer une communauté massive. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, elle révèle ses clés concrètes pour mener de front tous ses projets sans perdre son cap. Une masterclass réservée à ceux qui veulent jouer plus grand. Valentine, comment tu décrirais ce que tu fais aujourd'hui, ta vision, ta mission? j'essaye de partager un maximum de plein de choses, mais surtout de positivité. Je crois que c'est ça ma mission en fait. C'est de dégager des ondes positives, d'amener un maximum de lumière, de soleil à un maximum de gens. J'adore, ça fait du bien. Franchement, on en a tous besoin. On en a besoin, et puis je sais que même quand j'ai posé la question à mes différentes communautés, c'est ce qui ressort le plus. C'est pour ça qu'elles me suivent. C'est parce que je suis tout le temps de bonne humeur, parce que j'arrive à transmettre ce truc de good mood, good vibes, et je m'y tiens parce qu'en plus, ça fait partie de moi. Donc, Alors qu'il t'arrive des galères, mais tu le tournes positivement. Ouais. Mais ça, depuis toujours dans ma vie, en fait. J'ai appris à toujours trouver même une toute petite once de positif, de lumière dans l'obscurité. C'est un vrai challenge, mais il y a toujours moyen de tirer du positif de toute situation. Ouais, ça fait du bien en tout cas, c'est rafraîchissant. Merci. Trop bien. Et est-ce que tu penses qu'on peut tout avoir? C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu as des enfants, 3 enfants épanouis, tu as plusieurs business aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir enfants, business et aussi une vie à côté où on est épanoui? C'est parfois un peu compliqué à tout concilier. Je pense qu'on peut tout avoir si, avant toute chose, on est bien soi-même. Du moment qu'on n'est plus bien, il y a tout qui s'effondre. Mais si on arrive déjà à faire que nous, on est une personne forte, qu'on est une personne saine, qu'on se sent bien dans nos baskets, on peut réussir à concilier les différentes choses et puis faire en sorte que, tant bien que mal, ça tienne la route, quoi. Ouais, on arrive à jongler entre C'est exactement ça, on les jongle. différentes casquettes, quoi. Ouais. Et comment on reste bien, justement? Parce que toi, tu as trouvé ce truc, j'imagine que c'est ce côté positif qui te rend bien, toujours garder ce mindset plutôt d'abondance et de positivité. C'est ça, toi, qui t'aide au quotidien? Je pense que c'est ça qui m'aide, c'est aussi d'avoir traversé des moments qui étaient super difficiles et de m'en souvenir, parce que c'est des choses qui marquent, et de me souvenir à quel point ces moments-là étaient terribles à vivre, et pourtant j'ai toujours quand même eu soit une main tendue, soit des gens autour de moi qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont relevé, soit moi réussir, comme je te disais tout à l'heure, à avoir cette petite lueur d'espoir et puis à continuer. Mais c'est ultra important, parce que du moment qu'on voit plus que le côté négatif, qu'on voit plus que la noirceur, les choses qui vont pas, les problèmes qui s'accumulent, etc., on rentre dans une espèce d'anxiété, de stress permanent, et puis on n'en voit plus le bout, quoi. Puis après, on se sent complètement enseveli, et là, c'est ça, foutu. un tsunami négatif, quoi. Et est-ce que tu as des conseils, toi, pour rester bien, justement, dans sa vie? Je me suis rendu compte qu'il fallait déjà bien s'alimenter. Ouais. Il fallait bien dormir aussi, et ça, c'est quelque chose pour moi qui a été très difficile à mettre en place, et j'y suis pas encore bien arrivée. Je suis une très petite dormeuse. J'ai cette chance, entre guillemets, de pouvoir dormir 4-5 heures et d'être vraiment fraîche toute la journée, de pouvoir encore faire une soirée ensuite où je travaille beaucoup, où je me couche très très tard, aucun problème. Mais à force de tirer sur la corde, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne un petit peu plus soin de moi, que je rétablisse des heures de sommeil un peu plus correctes, et puis que je m'alimente mieux, parce qu'il y a eu un moment aussi où je faisais tout le temps l'impasse sur la nourriture. Et ça, c'est vraiment, mais c'est le début des problèmes. J'avais pas le temps, du coup, manger, c'est secondaire, je mangerai quand j'aurai le temps. Et j'avais jamais le temps. Donc du coup, j'ai eu ce truc de moins manger, de moins m'alimenter, ou alors de manger par pulsion. Ok, là, j'ai 5 minutes, je peux manger un truc, et tu sors un paquet de chips, tu sors un truc, mais vraiment cracra, qui va pas du tout t'apporter les nutriments dont tu as besoin pour tenir debout, pour avoir aussi un esprit qui soit un peu alerte. Donc ça, je pense que c'est hyper important, l'alimentation et le sommeil. Ouais, donc les basiques, vraiment. C'est vrai que le sommeil, on n'en parle pas assez, mais c'est tellement essentiel. Moi, je vois
fois, alors moi je suis une grosse dormeuse, malheureusement, avant j'avais besoin de 10 heures par nuit. Non mais c'est handicapant presque. Maintenant c'est 8 quand même, je suis passée à 8. Et en fait je vois quand j'ai mal dormi ou pas assez dormi, je suis mal en fait. Je suis vaseuse. Je comprends, tout à fait. T'es mal, t'es vaseux. Et puis je trouve que t'es aigri aussi. Moi, je suis en plus avec les enfants. Je me rends compte parce que j'ai une patience sans limite avec mes enfants. Faut vraiment, vraiment, vraiment pousser ou taper sur le clou pour que je hausse un peu la voix. Mais quand j'ai peu dormi, j'ai plus cette faculté-là. En fait, j'arrive plus à rester patiente et je peux avoir des réponses un peu sèches et après je culpabilise et après ça rentre dans une espèce de cycle infernal, de la culpabilité. C'est assez moche. Ouais, complètement. Je vois très bien. Mais ça doit pas être facile de jongler entre justement tous les business que t'as, ta vie de femme et ta vie de maman. Comment tu gères ça au quotidien? J'ai un grand dressing chez moi avec plusieurs casquettes. Non, je déconne. Non, en fait, la priorité, de toute façon, ce sera toujours mes enfants. Ça, j'ai hiérarchisé les différentes tâches que j'ai dans mon quotidien. Number one, c'est les enfants. D'ailleurs, on a failli pas se voir aujourd'hui à cause de ça, parce que un de mes enfants était malade. J'ai réussi à m'arranger, à trouver une solution, mais c'est toujours comme ça. En fait, quand t'es entrepreneuse, que t'as des business et que tu as des enfants, t'es sans arrêt en train de replanifier, réorganiser ton emploi du temps, déplacer des rendez-vous, les annuler. Donc c'est un peu frustrant quelque part, mais j'ai fait ce choix et je regrette absolument pas. Enfin, c'est même pas quelque chose que je peux imaginer. Enfin, j'ai fait ce choix. Je voulais des enfants, j'ai mes enfants. On a nos enfants, parce qu'on est deux, faut pas déconner. Donc voilà, c'est même plus une question qui se pose, c'est eux en premier. Et ensuite, les autres choses s'organisent en fonction de l'importance des tâches. En fonction de ça, je fais passer mon mari en premier ou pas. Si j'ai un rendez-vous professionnel qui est plus important, ce sera priorité au rendez-vous pro. Mais voilà, comme je t'ai dit, on est deux, on a aussi cette chance et cette force de pouvoir se relayer quand il y a besoin de se relayer l'un l'autre. Donc du coup, des fois, est-ce que tu as perdu des projets pro, par exemple, à cause de l'organisation? Plein. Non, et puis même, de toute façon, je le fais en pleine conscience et en connaissance de cause. Typiquement, je mets un point d'honneur à ne jamais louper un anniversaire d'un de mes enfants. Jamais. Systématiquement, chaque année, sur leur date d'anniversaire, j'ai des propositions de collaboration, de campagne, mais qui me demandent de me déplacer quelque part avec un événement qui est lié, etc. Je refuse. Je refuse. Et je m'assois sur un contrat, je m'assois sur une rentrée d'argent, mais c'est, priorité number one, les enfants. Ouais, donc c'est bien d'avoir sa priorité qui est claire, parce que souvent, on sait pas trop, les gens savent pas, est-ce que c'est ça, est-ce que ça. Toi, c'est enfant, après, comme tu disais, santé aussi, sommeil, tout ça, et après, le pro, quoi. Connor quand même avant. C'est vrai, Connor. On le met en premier aussi. On le met quand même juste après la santé. J'adore. Trop bien. Et ça fait 18 ans qu'on se connaît. Ça va pas un bail. J'ai vu ton ascension. Franchement, bravo. Je suis trop fière de toi. Vraiment, tout ce que tu as fait, c'est trop bien. Et c'est vrai que de l'extérieur, je pense que les gens doivent te voir vraiment comme une femme qui a tout réussi. Ce qu'elle a entrepris. Donc, tu as fait la radio, tu as fait de la télé, tu as fait plein de choses. Maintenant, aujourd'hui, tu as tes business. D'ailleurs, on va en parler. Si on va un petit peu dans les coulisses, donc ce qui se passe vraiment, même si tu es hyper transparente sur tes réseaux, est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit, OK, là, je fais trop de choses, je suis en train de péter un petit boulon? Je pense que c'est les matinales qui m'ont fait me rendre compte justement de ce problème de sommeil dont on a parlé et du fait que j'en faisais trop et je dormais vraiment plus assez. Parce que, alors, attention, la radio, c'était mon métier de cœur. C'est vraiment un métier passion que j'ai pratiqué avec un immense plaisir. Je suis partie à contre-cœur, mais je suis partie en étant sûre de ma décision et je regrette absolument pas. J'ai fait 6 ans de matinale, donc ça veut dire que pendant 6 années, je me levais tous les jours entre 3h45 et 4h du matin. Donc, beaucoup trop tôt. C'est la nuit, on est clair, c'est pas le matin, c'est la nuit. Et ensuite, faut être hyper frais, hyper positif, hyper souriant, peu importe ce qui s'est passé pendant ta nuit, parce que j'avais des enfants qui ne faisaient pas encore leur nuit. Donc, tu t'étais couché à minuit, tu t'étais réveillé 2-3 fois et t'avais, en tout, 3 heures de sommeil. Donc, moi, c'était ma situation pendant les matinales et ça a été extrêmement difficile. Et voilà, quand bien même, il faut avoir le sourire et puis il faut réveiller les gens avec de la bonne humeur. Mais je me suis vraiment rendu compte au bout d'un moment que mon corps m'a lancé des signaux d'alerte. Je manquais vraiment, mais gravement, de sommeil. Je dormais jamais, je dormais plus. Je me couchais très tard parce que en parallèle, j'avais mes réseaux sociaux, j'avais déjà des collaborations, j'avais des contrats qu'il fallait que j'honore, il fallait que je bosse là-dessus. Donc je me couchais super tard parce que les enfants couchaient à 8 heures le soir, il me restait 3, 4, 5 heures de travail avant que je me couche pour faire une petite nuit de 3 heures, de me relever pour aller à la radio, faire la matinale, toute la journée avec les enfants. C'était intense, c'était vraiment trop. Et là, mon corps, j'ai eu des espèces de symptômes un peu bizarres
où je me suis dit, c'est étrange, je suis quand même allée vérifier. Ouais. On n'a rien trouvé de particulier, rien d'alarmant, mais par contre, on m'a dit, il faut que vous dormiez Sommeil et un stress, petit peu plus. Ouais. Ouais, donc les signaux, c'est d'abord le corps qui t'a dit stop, et toi après où tu t'es dit, ouais, faut que je fasse attention. Je pense que le mental était tellement formaté sur c'est comme ça, j'ai pas le choix. Ouais. Si je veux pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire là, je dois avoir ce planning-là. Et je pense que voilà, le mental, il est très fort à ce moment-là. Mais le corps, au bout d'un moment, il a cette faculté de se détacher du mental, je pense, et puis de te dire coucou. Ouais. Là, il faut que tu te calmes un petit peu. Ouais. Carrément. Et est-ce qu'il y a une règle justement qui est née de ce moment où tu te dis, bah maintenant, ça c'est ma règle et je la suis et je m'écoute en premier? Je me suis, depuis ce moment-là, octroyé le droit de prendre un petit peu de retard. Parce que pour moi, c'était une espèce de phobie. Toujours être dans les temps, toujours le timing, toujours être à l'heure. C'est bien carré, bien suisse, tu vois. Je vois très bien, je suis pareil. C'est terrible, mais pour moi, c'est important. C'est encore une règle importante pour moi. Mais quand je vois que je suis complètement sous l'eau, que mon cerveau, il arrive plus à connecter, que j'arrive plus à réfléchir correctement, quoi. En fait, j'essaye de faire quelque chose et je m'endors dessus. Donc finalement, je passe plus de temps à essayer de faire la tâche en question que vraiment de la faire. Alors que si je vais me coucher, tant pis, je vais pas l'envoyer le soir même comme c'était prévu, comme je l'avais annoncé. Ce sera le lendemain, mais au moins je pourrai réfléchir, j'aurai un esprit un peu plus clair et j'aurai dormi un petit peu. Donc moins perfectionniste, un peu plus flexible. Alors perfectionniste toujours autant, mais un petit peu plus flexible sur les dates butoirs. Ok, intéressant. Mais je prends de la marge en général, même si j'annonce que j'envoie quelque chose à une date en particulier. Il y a toujours la deadline, la vraie deadline, elle est toujours un peu plus loin. Mais j'aime avoir un petit peu d'avance justement pour garder cette marge. Et je pense que cette marge de confort, j'ai appris aussi à la créer depuis que j'ai des enfants. Parce qu'en fait, il y a toujours des imprévus, il y a toujours carrément. des trucs qui vont pas. Donc, il faut avoir une petite marge. Complètement. Même quand il n'y a pas d'enfants, il y a toujours des imprévus. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ouais, il faut être flexible. Et là, aujourd'hui, tu fais quoi exactement? Donc, tu as plusieurs business. Raconte-moi tout. Comment tu les gères? À quoi ressemblent tes journées? Alors, je travaillais plus du tout à la radio, donc j'ai commencé à travailler uniquement sur mes réseaux sociaux à partir du moment où j'ai quitté la matinale. Mes réseaux sociaux, ça faisait déjà longtemps qu'ils existaient, ça faisait déjà longtemps que je les alimentais et que j'en vivais déjà, même quand je travaillais encore à la radio. C'est pour ça que j'ai eu cette chance-là de pouvoir faire ce choix, de me dire, j'ai une autre possibilité de gagner ma vie. Donc, je laisse de côté la radio qui est contraignante au niveau des horaires et qui est un petit peu difficile avec ma vie de maman. Au moins, les réseaux sociaux, je peux travailler comme je l'entends. C'est moi qui fais mon planning en fonction des enfants. Donc, j'ai les réseaux sociaux avec lesquels je bosse maintenant depuis 9 ans. Ça fait 9 ans que je suis présente sur Instagram. TikTok, un petit peu, mais pas grand-chose. Je poste beaucoup moins régulièrement. Je pense que je suis un peu, je dis pas trop vieille, mais il y a des codes du réseau social que je comprends pas très bien. Mais ça m'éclate. Par contre, je suis une très grande consommatrice de TikTok. Ouais. J'adore scroller sur TikTok. Et j'ai ma chaîne YouTube que j'avais ouverte après la naissance de mon premier enfant. Et c'était une chaîne où je parlais beaucoup de maternité, de parentalité. Je donnais des trucs et astuces, des livres à lire, etc. Et je l'ai alimentée aussi avec des journaux de grossesse quand j'étais à nouveau enceinte. Donc, elle était très présente à un moment donné dans ma vie. Et là, je l'ai complètement laissée à l'abandon. Elle est en train de... Je dirais pas de mourir parce qu'en fait, comme il y a ces journaux de grossesse et que forcément dans la vie, les femmes tombent enceintes tout le temps, ils sont tout le temps regardés mes journaux de grossesse. Donc, ils roulent tout seuls, entre guillemets. Ils ont leur visibilité et continuent d'augmenter en termes de vues. Ouais. Mais il y a plus de nouveaux contenus. J'amène plus d'eau au moulin. Et ça, c'est un truc qui me dérange parce que c'est vraiment un format qui me plaît, YouTube. Un petit peu comme on est là. Ouais. On prend le temps, on se pose, on discute, on va un peu creuser, on va au fond des choses. Et ça, j'aime bien. Donc, j'ai ces business-là, en fait, c'est mes réseaux sociaux. J'ai également ouvert une agence de talent avec une amie qui est aussi créatrice de réseaux sociaux, bien sûr, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On a créé ça ensemble en 2020. On a une dizaine de talents, donc on s'occupe de leurs contrats, on s'occupe de leur trouver des contrats, on s'occupe de gérer le cours d'une collaboration. Et puis, j'avais un restaurant que je n'ai plus. Voilà, ça c'était le troisième business qui nous a... Un super restaurant qu'on avait testé. Ouais. Il était vraiment, vraiment génial. Ouais. C'était beaucoup le projet de Connor, mon mari. Il y a mis énormément de cœur, c'était son bébé. Moi, j'ai vraiment aidé Connor à porter son projet. C'est à ce moment-là aussi que j'ai arrêté de bosser à la radio. J'ai pris le relais à la maison pour que lui puisse vraiment porter ce projet au maximum. Et voilà, maintenant le resto c'est terminé. Ça a été très difficile. On a commencé en plein Covid. Ça a été directement... Je me souviens très bien, vous n'avez pas eu de bol. Niveau timing, ça a été vraiment le resto, vous l'avez pris, le local, à plein palais, paf, et Covid. Donc c'était cuit, quoi. On a signé le 1er février 2020. Ouais. Donc voilà. Ouais. Après, c'était cuit, comme tu dis. On a pris du retard dans tout. On a pris du retard dans les travaux qu'on devait faire. On a pris du retard dans l'ouverture. Une fois qu'on a pu ouvrir, on n'a pas pu ouvrir en présentiel. Les gens ne pouvaient pas rester. Ils venaient que chercher. Et nous qui avons
même pas à ce moment-là l'expérience de la restauration standard. Moi, j'ai bossé pendant mes études. Toutes mes études, j'étais en restauration. Je faisais du service, mais c'est la seule expérience que j'avais dans la restauration. Et c'est bien plus large que ça, en fait. Le management d'un resto, c'est très compliqué. Donc, on a vraiment appris sur le tas. Mais apprendre sur le tas en ne pouvant pas faire réellement ce que tu es censé faire quand tu as un resto, c'est dur, tu vois. Donc, on a directement appris à faire du takeaway. Enfin, tout était compliqué. Ouais, et puis les gens étaient en panique, quoi. C'était terrible. Ouais, ils osaient, est-ce que je viens, est-ce que je viens pas? Ouais. Bon, on a eu beaucoup de soutien. Vraiment, à l'ouverture, il y a eu vraiment beaucoup de monde. On a été complètement dépassés. On était à la bourse surtout. On était en retard sur tous les repas. Mais il y a eu des périodes où ça a été super bien dès qu'on a pu vraiment ouvrir. Mais on est quand même parti avec cette grosse épine dans le pied qui nous a un peu plombé le business. Et financièrement, ça a été ultra compliqué. Donc, on a fini par fermer l'année dernière. Ouais, à un moment donné, quand tout est compliqué comme ça, j'en discute souvent sur la différence entre s'obstiner et juste, tu vas continuer parce que c'est la bonne voie. À un moment donné, tu sens que c'est un peu trop compliqué. Ouais, alors Connor s'est obstiné longtemps. Ouais. Il y tenait. Et puis, oui, c'était son bébé. C'était son bébé. Et puis voilà, il est très... quand il a décidé quelque chose, il faut que ça se passe, en fait. Il a ce truc de je vais au bout des choses. Il est très carré, lui aussi, malgré qu'il ne soit pas du tout suisse. Mais voilà, ça a été très dur. Mais le jour où il a pris la décision, OK, bon, on ferme et puis on va le vendre. Je l'ai senti, en fait. Je l'ai senti libéré. Une espèce de poids qu'il avait sur les épaules qui s'est envolé. C'est bien. Ça a fait du bien à toute la famille. Vraiment. Vraiment, il était dans un sale état, c'était dur. Ouais, j'imagine. Donc toi, ça veut dire que ton premier business sur Instagram, c'est de l'influence. Le deuxième aussi, avec ton agent Joséphine, c'est de l'influence aussi. Et en fait, tu as masterisé, on va dire, cette compétence-là de l'influence. Comment tu as fait pour... Parce que c'est dur de vivre vraiment de l'influence. Est-ce que tu as des conseils à donner pour là-dessus? Alors moi, j'ai commencé il y a assez longtemps, comme je t'ai dit. On était juste Instagrammeuse. Je pense qu'on disait ça à l'époque. Ouais. Et moi, à la base, Instagram, c'était un journal de grossesse, en fait. J'ai commencé à poster des photos de ma grossesse en mettant à chaque fois un petit mot sur ce que je ressentais. Parce que j'avais envie de garder une trace, un peu comme un journal, quoi, que je puisse consulter plus tard. Et ça a pris vraiment malgré moi. Alors là, j'ai vraiment pas du tout cherché à faire grossir ma communauté au départ. Ça s'est fait, mais de façon très naturelle, très organique. Et à l'époque aussi sur Instagram, c'était beaucoup plus facile d'avoir de nouveaux abonnés. On était beaucoup plus vus. Donc voilà, le début, disons les 20 premiers 1000 se sont faits super facilement. Et après ça, sont arrivées les premières demandes de marques, mais il n'y avait pas de rémunération en contrepartie. C'était, on voulait m'envoyer des choses, on voulait m'envoyer des produits gratuitement. On ne demandait même pas de contenu en contrepartie. C'était juste pour tester. Si jamais ça te plaît, tu en parles, sinon pas. Cool. La première collaboration rémunérée que j'ai eue, j'étais choquée qu'on me propose de me payer. Je savais que ça existait. J'avais entendu parler de ça. Non, j'avais entendu parler du concept de la rémunération, bien évidemment. Mais en Suisse, je le voyais pas, en tout cas. Et quand on m'a fait cette proposition, j'étais honorée. Je me suis sentie, super contente. J'étais, mais génial, je vais pouvoir faire un truc qui me plaît, parler d'un produit qui me plaît, et en plus, on va me payer. Et maintenant, ça fait tellement de sens. Ouais. Mais quand tu démarres, c'est un peu déstabilisant. Complètement. Donc, ce serait quoi un peu les conseils pour se faire payer dans les partenariats? Parce que la dernière fois, on en discutait et tu me disais, ceux qui se font pas payer, c'est pas ouf, ça casse le marché. Donc, c'est mieux quand même de toujours demander même une petite contribution pour le travail qui a été fait et la visibilité aussi que tu offres. Mais comme il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à en vivre, est-ce que tu as un type de le voir comme un business déjà, je pense? Déjà, il faut faire la part des choses entre tout ce qui est envoi RP de produits. Là, en fait, on est traité comme des médias, comme à l'époque, dans les rédactions, ils recevaient gros coffrets RP des marques avec les produits à tester, etc. Et maintenant, c'est nous qui recevons ce genre de coffret. Là, je suis complètement OK sur le fait que c'est du gifting. Et le gifting fait partie de l'influence aussi. Ouais, ça, je l'ai aussi bien compris. C'est quelque chose que tu ne demandes pas et on ne te demande pas non plus ton avis. Généralement, tu fais partie de listes dans des agences et tu reçois tes giftings, en fait, sans même savoir ce que tu as dans les cartons. Moi, quand je reçois un paquet, pour moi, c'est toujours Noël. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ouvre, je suis là, oh mon Dieu. C'est trop bien. Donc, il y a ça. Donc là, je n'ai pas envie de pointer du doigt les gens qui ne sont pas rémunérés pour ça, parce que c'est totalement normal. Mais après, il y a vraiment des vraies collaborations où on va te demander en contrepartie un contenu, donc tu vas mettre à disposition ton audience que tu as trimé quand même à créer, qui a entièrement confiance en toi. En tout cas, là, je parle vraiment pour moi. Je sais que ma communauté me fait confiance. C'est un lien que j'ai établi depuis le début. La confiance, c'est ultra important pour moi sur mes réseaux sociaux. Et du coup, dans ces cas-là, je trouve que pour parler d'un produit où on te demande, oui, alors j'aimerais que tu me réalises un set de story et puis un reel. Voici les éléments importants à savoir sur le produit. Voilà, pour moi, là, c'est briefé. Ouais. Il y a un brief, il y a une demande et il doit y avoir rémunération. Ouais, complètement. Dans ces cas-là, oui. Est-ce que tu as une fourchette de prix
pour ce genre de collaboration que tu recommandes? Ça Tout dépend. dépend. Bah, en fait, tout dépend en fait de ton compte. Parce qu'en fonction de ta visibilité, de ton engagement, de ton nombre d'abonnés, les grilles tarifaires entre les influenceuses sont très différentes. Et en plus, il n'en existe pas, et ça c'est bien dommage, une espèce de grille tarifaire où tout le monde puisse se référer en fait. Ouais. Ça serait franchement pratique. Mais voilà, il y a des micros et des nano-influenceuses qui vont pouvoir se faire rémunérer pour une campagne à hauteur de 500 000 francs, je pense facilement. Chez les très grandes, je sais même pas à combien ça tape, hein, mais je crois que c'est du très très lourd. Après, il faut savoir se situer entre les nanos et les maxi-méga grosses influenceuses. Ouais, carrément. C'est ça qui est compliqué. Et toi qui as vraiment masterisé le skill des réseaux sociaux, parce que tu as quand même 200 000 abonnés entre toutes tes chaînes, donc YouTube, comme on l'a dit, 50 000 abonnés, bravo, franchement, c'est assez dur de monter sur YouTube, ouais, c'est très dur. Insta, TikTok, c'est quoi un peu ton process pour créer du contenu aussi impactant? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? C'est le plus difficile et c'est là où je me remets le plus souvent en question. Parce qu'il y a des moments où je me dis, mais ce que je propose, en fait, c'est de la merde. Enfin, ça intéresse qui? Franchement, tu te dis, mais ça va intéresser qui que je te parle de ce produit de make-up? Alors que moi, c'est un truc qui va me passionner, tu vois. Je vais trouver que c'est tellement le meilleur produit, il faut que tout le monde le sache. Mais je trouve que c'est très difficile parce que moi, j'ai tendance à être tout le temps à me demander si je fais les bonnes choses, si je prends les bonnes directions, si je fais les bons choix. Et après, ce que j'essaye de faire, c'est à des périodes un peu charnières, comme là, typiquement, début de l'année, c'est vraiment de revoir ma ligne éditoriale, mettre sur un papier, en fait, je prends des grandes feuilles de dessin de mes enfants et puis je gribouille. Et je mets au centre vraiment les choses les plus importantes. J'essaye de faire une espèce de mapping comme ça, des sujets qui, moi, me passionnent, que je sais que je vais pouvoir transmettre avec de la passion, parce que c'est quelque chose que j'aime, parce que aller parler, je sais pas, de voiture, par exemple. Oui, je conduis une voiture, oui, ça me sert au quotidien. Je pourrais faire une collaboration avec une marque de voiture, mais ça me passionne pas. Donc, ça serait difficile d'en faire un contenu perso, organique et passionnant. Sauf si on rentre dans, tu sais, le nettoyage de la voiture, installer plein de petites choses hyper pratiques et tout. Là, ouais, je pense que ça peut m'intéresser. Mais voilà ce que j'essaie de faire. Période charnière, donc rentrée de septembre, après Noël aussi, je me repose un moment. J'essaie de redéfinir un petit peu là où je veux aller, ce que j'ai envie de transmettre. Je pose la question à mes abonnés, ça je le fais régulièrement, avec une boîte à questions. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus sur mon compte? Et puis j'essaye d'affiner avec ces éléments-là. Ma communauté, elle fait vraiment partie du projet global de mes réseaux sociaux, en fait. Tu as vraiment réussi à créer une communauté engagée qui est là et tu co-construis. Oui, ils sont vraiment top, quoi. Comment on fait ça? Parce que c'est un des trucs les plus durs et le plus importants, construire ta tribe, comme on dit. Comment tu as fait pour construire cette communauté? On dit tribe. Tribe. The tribe. My tribe. Yes, mon gang. Non, en fait, comme à la base, j'ai commencé en parlant grossesse, maternité, etc. Je pense qu'on est de toute façon dans des échanges tout de suite qui sont très intimes et très sincères. Et on s'adresse du coup à des femmes souvent qui vivent la même chose ou qui ont vécu la même chose. Donc on crée tout de suite un truc très copine mais très fort, tu vois. C'est ça qui est assez étonnant. Ouais. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est l'authenticité, c'est essayer un maximum d'échanger aussi en DM. Alors maintenant, l'algorithme prend enfin ça en considération, avant pas du tout. Mais moi, j'ai toujours beaucoup échangé avec ma communauté. Je sais que j'arrive pas à parler avec tout le monde, mais déjà il y a 3 boîtes de réception, tu connais, la générale, la principale et celle des abonnés avec lesquels tu n'as jamais échangé et que tu ne suis pas. Donc moi, déjà dans la principale et la générale, j'ai tellement de personnes avec qui j'échange tous les jours que je vais rarement dans la 3e. Mais je mets un point d'honneur, une fois par semaine, je vais faire un tour, je regarde s'il y a des questions, vraiment des vraies questions qui restent sans réponse. Et là, je rapatrie la personne dans une des 2 boîtes principales. Et petit à petit, comme ça, j'essaie de remonter un petit peu tout le monde parce que le but, c'est que je puisse échanger avec tout le monde, mais ça prend énormément de temps, quoi. Ouais, carrément. Et vous discutez de quoi? Est-ce que c'est stratégique ou est-ce que c'est vraiment la personne, elle te pose des questions, toi, tu lui réponds? La plupart du temps, c'est des réactions à mes stories. Parce que ça vient dans les DM, quand quelqu'un réagit à une story. Et du coup, c'est en fonction de ce que je disais dans ma story, j'ai soit une question, soit quelqu'un qui me raconte une anecdote, qui a vécu la même chose, quelque chose de similaire. J'ai beaucoup de femmes, alors ma communauté, c'est 95% de femmes, hein. Donc c'est principalement des femmes qui me parlent, qui viennent pour juste pour me dire « Ah, mais c'est fou, j'ai vécu la même chose », et qui vont se livrer sur quelque chose qu'elles ont vécu elles aussi.
Et ça, je trouve ça génial. C'est parce qu'on a vraiment ce lien de copine, quoi. Ouais, complètement. C'est des thématiques qui sont tellement universelles que ça touche. Vraiment, ça connecte avec l'autre. Et ça peut être des trucs vraiment tout bêtes, genre les recettes. Dès que tu montres un truc que tu manges ou que tu parles d'une recette ou un truc de ton enfance ou une série télé que tu as regardée quand tu étais petite, ou tu sais, tu dis ça bêtement dans une story parce que ça fait partie de ce dont tu es en train de parler sur le moment, mais c'est pas l'objet direct de ta story. Ça va faire tilt et ça va évoquer quelque chose chez les personnes qui te regardent et elles vont avoir envie de revenir vers toi avec un de leurs propres souvenirs. Ça, c'est cool. Donc, c'est partager ton quotidien, storytelling à fond, montrer les coulisses de ta vie et ensuite ça connecte. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tes réseaux sociaux, parce que tu as quand même des super résultats aujourd'hui sur tes réseaux, est-ce que tu dirais qu'ils sont quand même un peu guidés par de la stratégie, genre par exemple les contenus piliers, avec l'accroche qui est forte, etc. Ou est-ce que c'est vraiment de la pure authenticité? J'essaye, mais je suis pas très forte pour ça. J'essaye le hook de départ avec le truc putaclic, mais j'arrive pas. C'est pas trop mon truc. Ça a l'air de marcher. Ouais, donc... J'essaye, hein, parce que je sais que c'est ce qui marche et que malgré le fait que j'ai déjà une communauté qui soit conséquente et que j'adore, il faut quand même que je continue à grandir. Et c'est mon but aussi. Je veux continuer à grandir. Je veux pouvoir continuer à partager avec un maximum de gens. Et ça devient vraiment difficile de grandir sur Instagram. Ouais. Moi, j'ai été bloquée il y a quelques années par Instagram pour avoir commis une faute. Oh là, quelle faute? Une faute horrible. Non, mais en plus, je le savais pas. Qui va lire les règlements? La réglementation Instagram, c'est plein de petites lignes comme ça, il y en a tellement. J'ai des valeurs, je sais ce qu'il faut faire ou pas dans la vie, pas mentir, pas tricher, normal. Ouais. Mais en fait, je savais pas, et c'est très bien finalement, mais je savais pas qu'on n'avait pas le droit de montrer un enfant torse nu, par exemple. Et bêtement, en fait, j'ai partagé une vidéo un matin, les enfants étaient en bas de training, les garçons, torse nu, et en fait, j'ai été soit dénoncée, ce qui est très probable. Parce que voilà, on n'a pas que des amis sur les réseaux. Ouais. Soit j'ai été repérée par un robot Instagram et après j'ai été shadowban pendant 1 année. Ah ouais, ça a été hyper long. Et même depuis là, je vois que la machine, elle reprend pas comme c'était avant. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé dans l'algorithme, etc. Ouais. Mais ça a brisé quelque chose à ce moment-là. Ah ouais, mince. Et depuis, je fais hyper attention. Et d'ailleurs, les enfants sont plus du tout au centre de ce que je propose maintenant sur les réseaux. T'as des haters ou pas trop? Pas trop. Pas trop. J'ai cette chance-là. Mais j'ai aussi la chance d'avoir le blocage facile, tu vois. Non, mais ça arrive très rarement. Mais en général, quand j'ai quelque chose qui me touche au cœur, parce que moi, je sais pas trop mettre le bouclier. C'est difficile. Je prends les choses à cœur, tout le temps. Et quand on me fait une remarque méchante, j'ai envie de pleurer tout de suite, même si je me dis, mais attends, regarde de qui ça vient, il faut pas que tu prennes ça. Je peux me dire ce que je veux, de toute façon, le fait est que ça me touche en plein cœur. Donc, je préfère bloquer. Avant, je voulais toujours aller me justifier. Ouais. Je voulais expliquer, parce que j'aime pas qu'on pense que je suis une mauvaise personne. J'ai besoin, en fait, de toujours dire non, mais non, c'est pas ça que je voulais dire, et c'est pas ce que je fais. Et maintenant, j'ai arrêté. En fait, c'est de la perte de temps, de l'énergie qui est foutue en l'air. Oui, t'emporter des mauvaises intentions et c'est cuit. Ouais. Donc, je bloque. Ouais, mais c'est très rare. Ouais. J'ai cette chance vraiment que ce soit pas du tout mon quotidien. Ouais, ça c'est bien. Et toi qui es tellement authentique, genre franchement, je connais peu de gens, voire pas, qui sont vraiment face caméra et en vrai, t'es la même. Nature peinture, moi. Ah, mais c'est impressionnant, vraiment. Normalement, moi j'ai un petit défaut là-dessus, pourtant je travaille vraiment l'authenticité. J'ai remarqué que dès qu'il y a une caméra sur moi, il y a Miss Météo qui se réveille. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure. Je peux rien m'y faire. C'est-à-dire, ça fait des années que je travaille là-dessus. J'ai pris des cours, même de speaking et tout. Dès qu'il y a un truc, mais même une petite story, un petit truc, hein, ça n'a pas forcément besoin d'être un gros truc. Il y a même la voix, elle change un peu. Elle est un peu plus haute, tu vois. Et je sais pas comment casser cette Miss Météo. Faut qu'on la vire. Ouais. Elle a rien à foutre là. On veut de l'authenticité. Exactement. Comment tu fais pour être comme ça? Je pense que quand j'ai commencé, c'était tellement pas le game. Et moi, tu vois, j'avais mon métier, j'avais ma vie de couple, bientôt vie de famille. Et je faisais vraiment ça pour moi, pour mes proches à la base. C'était mon journal, tu vois. C'était pas mon journal intime, mais tu vois, c'était vraiment, je partageais ça avec des gens que je connaissais. Et j'ai gardé ce ton-là, en fait. Mais j'ai toujours eu ce ton-là, je pense. Même quand j'étais... Alors, à la télé, non, c'est pas vrai. J'ai revu mes premières, c'était terrible. Il y a aussi Miss Météo. C'était terrible. Mais je pense qu'à la radio, au début aussi, j'étais très stressée. Mais très vite, on arrive à être confort et... Ouais, chill. Moi, ça reflète tellement ma propre vie. Je joue tellement pas un rôle que je pense que j'arrive à être comme je suis dans la vraie vie. Ouais, mais je vois personne comme ça, sincèrement. Pourtant, j'en ai rencontré beaucoup des créateurs de contenu. Franchement, ça me touche. Ouais, il y a toujours un petit truc, tu vois. C'est comme...
Bah, une Miss Météo. Franchement, je pense qu'on a tous cette Miss Météo, faut la virer, quoi. Vraiment. Est-ce que tu as des conseils, justement, pour les personnes qui nous écoutent pour être plus authentiques et oser raconter son histoire sans tomber dans la victimisation, tu vois? Imaginer les gens tout nus. Non, le truc qu'on te disait à l'école, tu sais, quand t'avais un oral. Je pense qu'en fait, il faut juste réussir à pas se prendre la tête. Mais comment? Voilà, c'est ça la question que tu me poses. Je sais pas. Il faut réussir à faire abstraction du fait qu'il y ait 165 000 personnes qui te regardent, en fait. Non, même si tout le monde ne regarde pas mes stories, mais moi, quand je suis seule avec mon téléphone, c'est ça qui est assez cool, c'est que j'ai pas du tout conscience que les gens me regardent. Mais pas du tout. Moi, c'est comme si j'étais en train d'envoyer un vocal à une copine. En fait, je crois que c'est ça la clé, c'est que ton téléphone, ta caméra, ton objectif, c'est ta copine. Faut que tu parles donc tu à ton parles objectif. à quelqu'un. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, je sais pas à qui je parle, ou tu vois, je parle à moi-même, je me regarde un peu dans la caméra, et ça peut être stressant aussi. Donc avoir un avatar, ta meilleure pote ou qu'importe, Moi, je parle à mes copines. Ouais, je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut visualiser des gens que tu connais, et puis comme c'est comme ça que j'ai commencé avec juste des proches qui me suivaient, des gens que je connaissais, j'avais pas peur. Parce qu'ils me connaissent, ils savent comme je parle, ils savent comme je suis, comme je me tiens. Donc, je faisais la même chose quand je me filmais. Parce que je savais qui était de l'autre côté. Maintenant, ça a un petit peu dépassé ça, mais j'ai gardé le même ton, quoi. Et t'as pas eu peur du jugement, justement, de tes proches? Parce que ça revient beaucoup aussi. Écoute, non, moi, mes proches sont tous assez fiers de ce que je fais. Non, pas tous, c'est pas vrai. Mais non, je m'en fous. Ceux qui n'aiment pas ce que je fais, tant pis pour eux, quoi. Tant pis pour eux. Et puis, c'est pas grave. On a chacun son métier, finalement. C'est pas un métier qui est moins bien qu'un autre. Je sais que c'est très mal vu. Après, là où j'ai peur du jugement, c'est sur les médias. Donc, systématiquement, enfin, très souvent, je refuse les interviews parce que je sais très bien que si ça atterrit sur un média traditionnel, je vais être... de toute façon, quoi que je dise, je vais être tabassée, c'est sûr. Parce que les réseaux sociaux, c'est très mal vu. C'est très, très mal vu. Et on en revient toujours un petit peu au sujet un peu délicat, et pourquoi ça, et pourquoi si. Et je trouve que je comprends, parce que ça éveille aussi beaucoup de curiosité. On s'expose, donc forcément, les gens ont un avis sur ce qu'on raconte. Ouais, complètement. Mais malgré tout, ça reste un métier qui est, s'il est bien fait, je le trouve hyper honorable. Parce qu'on fait du bien autour de nous. Complètement. Ouais. Et comment tu vis justement le fait, parce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens qui te reconnaissent dans les rues, Genève, tout ça. Comment tu vis justement ce côté fame un peu? Fame, non, trop pas. Non, mais you're a star. On a cette chance en Suisse déjà d'avoir ce rapport qui est très respectueux en fait quand tu rencontres des gens que tu connais pas. Moi, je me disais, mais si je croise une méga star que j'adore dans la rue à Genève, j'oserais même pas aller le déranger. Je serais en mode Qu'est-ce qui m'a plu? Non, mais vraiment. Et en fait, les abonnés qui viennent me voir, c'est toujours dans une extrême bienveillance. C'est hyper gentil. Et puis, moi, je suis comme je suis là. Enfin, je suis normale. Enfin, je rigole. Tu trouves ça cool? Ouais, je trouve ça hyper cool. Parce que c'est fait vraiment dans le respect. Les seules fois où on m'a un peu sauté dessus, c'était quand j'étais pas en Suisse. J'étais sûre que t'allais dire ça. C'est vrai, où on m'a un petit peu sauté dessus en mode mais je te suis, est-ce que... Et là, ça fait un peu plus peur, surtout moi je suis une fausse extravertie. En vrai, je suis pas du tout extravertie, je suis très introvertie et j'ai besoin d'avoir un petit peu ma zone de confort. J'ai besoin, tu sais, comme dans Dirty Dancing, cette zone, tu n'envahis pas ma zone, je n'envahis pas ta zone. Ouais, c'est ça. Et moi, ça me parle vachement, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis toujours sympathique et très contente quand on vient de me voir, même si on me saute dessus, mais ça me fait un peu plus peur, tu vois. Mais complètement. Complètement. C'est vrai qu'en Suisse, il y a beaucoup de gens connus d'ailleurs qui viennent vivre en Suisse, à Vevey, Montreux, parce qu'ils ont la paix en fait. Ouais, exactement. Ouais. Mais je dirais pas que j'ai la fame. Je dirais que j'ai des copines que je croise, que j'ai encore jamais rencontrées et que tout d'un coup je rencontre dans la rue et ça me fait plaisir. J'adore. J'adore comment tu vois justement ta communauté, ta tribe. Mais j'espère que je ne serai pas un jour déçue et tu sais, d'apprendre que je suis suivie par des psychopathes. Non, mais je sais que, pour vraiment beaucoup échanger avec ma communauté, je sais qu'elle est ultra cool. Ouais, elle est hyper engagée. En fait, elle te kiffe. Ouais, alors je sais pas si elle me kiffe, mais je pense qu'elle pense la même chose de moi. Je suis leur copine. Enfin, on est vraiment des copines, quoi. Et vraiment, on peut se parler sincèrement, on peut se demander des vrais conseils, on peut se parler de trucs qui vont comme de trucs qui vont pas. Et ça fait du bien. Tu vois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément un entourage qui est hyper présent, qui n'ont peut-être pas la possibilité de se livrer comme ça, de se confier. Et il y a vraiment des filles qui viennent se confier à moi. Et ça me touche énormément. Et je prends ça super à cœur, tu vois. C'est important pour moi, du coup, de respecter aussi cette partie-là du métier. Et je trouve que c'est hyper important. L'échange avec la communauté, c'est ultra important. Ouais, complètement. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Mais finalement, toi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls. Donc toi, tu leur dis, non, il y a cet espace
où on est safe et on peut parler des choses que peut-être elles peuvent pas parler à d'autres personnes. Ouais, complètement. Et si on fait un test d'authenticité, partons là-dessus. D'accord. Sur le côté, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus sur les réseaux et beaucoup de gens qui cherchent ça, comment être plus authentique. Est-ce que tu as un test en 3 secondes avec 3 questions filtres pour dire, ah ben ça, ce post, il est suffisamment authentique ou pas vraiment, faut que je refasse? Comment tu vois la chose? Alors, il faut que le produit ou la chose dont je vais parler, le sujet, le topic, peu importe, fasse réellement partie de mon environnement, que ce soit quelque chose qui vraiment me fasse du bien, me corresponde, que je puisse vraiment en parler en fait. Donc quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai. Ouais. Après, parfois, il y a des mises en scène. Mais parce que tu pars sur un délire de scénario avec une mise en scène, etc., où tu vas faire un petit peu d'acting. Mais le produit, ça change pas du tout. En fait, le sujet, c'est que le produit, il est de toute façon aimé et utilisé et validé. Et pareil pour une thématique. Une thématique que j'aborde dans un contenu organique, un contenu à moi, il faut que ce soit quelque chose qui vraiment m'intéresse, comme je te disais tout à l'heure. Pour moi, c'est hyper important. Ça doit faire partie de ma vie. Ça doit me parler. Donc voilà, ça fait 1 ou ça fait 3, ça? Ça fait suffisamment. C'est trop bien. Donc, ok, donc faut que ce soit vrai, faut que ce soit ton histoire, justement. En gros, c'est quelque chose que je fais, qui m'arrive, par exemple. Et après, tu prends ta caméra, paf, tu filmes, ou est-ce qu'il y a quand même un petit script, un petit hook, comme on disait avant? Ça dépend. Si c'est un contenu perso, pas forcément. Et par contre, si c'est une collaboration, maintenant, pratiquement toutes les collaborations, il faut faire valider soit un scénario, soit juste une petite trame pour être sûr de partir juste, et puis qu'après, il n'y ait pas de gros changements à faire une fois que tu as déjà tout filmé, monté, etc., quoi. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Donc moi, je préfère être le plus précise possible. Mais par contre, tout ce qui est speech, je vais jamais l'écrire. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de voir que quelqu'un est en train de lire. Ouais. C'est insupportable. Puis après, tu veux rester dans le scénario, dans le script, quoi. Ouais, et puis une fois que tu fais valider un script où tu as vraiment ton speech qui est validé par la marque, t'oses plus en sortir. Donc, tu es un peu piégé. Donc, moi, j'évite ça un maximum. Je dis l'ordre d'idée, voilà ce dont je vais traiter, voilà comment je vais l'amener, mais je dis pas exactement mot pour mot comment je vais le dire. Ouais, c'est mieux. Ça te laisse plus de liberté. Oui, parce qu'au moment de shooter, ça dépend aussi comment t'es luné. Tu diras pas les choses de la même manière. Ouais. L'idée, de toute façon, restera la même. Mais... Et est-ce que tu as un système d'organisation pour être aussi productive et faire autant de choses avec toutes les casquettes que tu as? Des to-do list, en veux-tu, en voilà. Non, mais j'adore. En plus, j'adore genre tout ce qui est semainier, organiseur. Enfin, j'ai plein de petits outils à la maison. Je pense que celui que j'utilise le plus, c'est un bête semainier, où j'ai absolument tout qui est écrit dessus sur ma semaine. Donc, tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est call, tout ce qui est montage, tournage, publication. Et j'ai un code couleur pour ça. Genre, publication, c'est en rose, les calls, c'est en violet, les rendez-vous, c'est en bleu. Vraiment, je m'y tiens. Ça me fait du bien. Je fais ça le dimanche soir. Hyper important. Si je commence mon lundi matin et que je n'ai pas fait mon planning, je me sens un peu décontenancée. Et là, une fois que c'est fait, j'ai l'impression que la semaine, elle est faite, en fait. Tu sais, j'ai l'impression que de l'avoir posé par écrit, de savoir ce que je vais faire, à quel moment, etc., je suis rassurée, je sais que je vais y arriver. Sauf quand t'as des enfants qui sont malades. Et que du coup, tu n'arrives rien à faire. Mais bon, ça, c'est comme ça. Les aléas. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'un agenda comme tu le fais là, ça va enfermer. Mais en fait, c'est l'inverse. Parce que tu vas créer. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé de le voir. Parce qu'au début, moi, j'étais comme ça en mode non, mais ça m'enferme. Mais en fait, c'est l'inverse. Parce que vu que tu crées ta semaine, d'ailleurs, le dimanche soir, c'est aussi ce que je fais. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur moment parce que tu es tranquille. Et puis, que ça, tu visualises ta semaine. En fait, ça te permet de créer la semaine de tes rêves. Tu vois, de vraiment placer, là, j'ai envie d'aller me faire un soin, par exemple. Là, j'ai envie de faire ci, là, je vais avoir les calls, etc. Donc, c'est une bonne organisation. Je trouve que c'est ta semaine idéale. Après, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, tout le monde a toujours des imprévus. Donc, il y a des choses qui vont sauter, il y a des choses qui vont se déplacer. Mais au moins, tu as ton squelette. Et puis voilà, tu rajoutes un petit peu de chair pendant la semaine. C'est ça, tu laisses quand même des trous. Ouais, je les ai trous. Oui, c'est obligé. Puis de toute façon, je travaille depuis la maison. Donc forcément, quand je passe 3 fois devant une panière à linge pleine, je vais finir par aller faire une lessive, tu vois. Je peux pas m'en empêcher, même si c'est pas sur mon planning, mais bien sûr. Ouais. Et est-ce que tu as des règles d'or anti-épuisement, justement? Donc comme tu le disais, manger sainement, dormir bien, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Boire beaucoup d'eau. Énormément d'eau. Là, je me suis acheté aux États-Unis, on en revient, une énorme gourde d'eau. Elle fait presque 2 litres de contenance. Et du coup, je la remplis le matin. Il faut que je l'aie finie en fin de journée. Ça, pour moi, c'est hyper important parce que j'ai aussi la peau qui se déshydrate hyper vite. Et je me rends compte que si je bois pas assez dans la journée, il y a un truc qui se passe dans mon corps. Je suis moins efficace. Donc, boire de l'eau, bien dormir. Mais attention, bien dormir, ça, c'est dans l'idéal aussi. Parce que bien dormir, moi, j'en suis peut-être à 6 heures les jours où je dors bien, tu vois.
J'arrive pas encore à vraiment poser une vraie nuit de sommeil. C'est difficile. Et arrêter les nocturnes. Ça fait un petit moment que j'essaye de le faire. J'avais bien réussi pendant un temps. C'est les nocturnes, c'est quand je bosse la nuit, tu vois. Les enfants sont au lit, j'ai enfin du temps devant moi où on va pas venir me demander de faire ci, de faire ça, de machin, où je suis toute seule. Et c'est là que je bosse le mieux, je suis le plus efficace. Il n'y a pas le téléphone qui va sonner. Je vais pas être tentée d'aller faire un truc dans la maison parce qu'il fait nuit, je suis toute seule, je bosse. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un piège. Bah oui, parce que du coup, tu dors moins bien à cause de la lumière bleue, tout ça. Ouais, totalement. Ouais. Puis en fait, tu te couches, tu penses encore à C'est tout ça. ce que tu as dans la tête, Ouais. ce que tu viens de faire, etc. Donc, les nocturnes, ouais, j'essaie vraiment de bannir ça. J'ai dû reprendre un petit peu dernièrement, mais ça y est, maintenant, j'ai de nouveau arrêté. Ouais, Donc moi ça, aussi, je suis c'est- fonctionnaire pour ça. 18h, on ferme boutique. Ah, waouh! Je suis terrible. Ah ouais. En fait, je me lève assez tôt, enfin 8h30, on va dire. Je bosse de 8h30, après je bosse tout le matin. Ce que j'aime bien à Bali, c'est que du coup, il y a 6-7 heures de décalage avec l'Europe. Donc mes clients, en fait, je les prends que l'après-midi. Ah, trop bien. Ouais, donc le matin, en fait, c'est que pour moi, il y a personne. Il n'y a C'est pas génial. un bruit. Ah ouais, j'ai pas de notification, j'ai rien. Même l'équipe, elle est en Europe, donc du coup, il n'y a pas de notif. Donc bien bosser là-dessus, puis après, bosser les rendez-vous, justement, l'après-midi. Mais moi, 18h, c'est on fait. Et encore, 18h, c'est le max. Ah ouais. Généralement, je préfère plutôt décrocher vers 16h30, un truc comme ça, 17h. Ouais, alors moi, 16h30, c'est quand les enfants rentrent de l'école. Donc, à partir de là, je ne travaille plus. C'est bien, ça te force à avoir un rythme, tu vois, qui est plus léger. Totalement. Ouais. Parce que maintenant qu'ils sont tous à l'école, ça me permet vraiment de bosser la journée et d'être 100% avec eux du moment qu'ils rentrent de l'école. Par contre, une fois qu'ils sont couchés, il y a parfois, j'ai pas le choix de renvoyer un petit mail, de faire un petit truc, enfin, Ouais. pas le choix. Mais je vais plus je vais plus me poser devant mon ordinateur à mon bureau. Je me pose sur le canapé avec Connor, devant Netflix et tout, et puis je fais 1 ou 2 petits mails s'il faut encore que je fasse un truc. Mais voilà, quoi. Après, il y a des périodes plus chargées que d'autres. Ouais, complètement. Et là, donc toi qui jongles, on l'a vu, avec les enfants, les business, tout ça, c'est quoi un peu la vérité que tu as découvert, que tout le monde devrait entendre, mais que personne n'ose dire? Ouais, c'est OK de pas être OK, en fait. Ouais, et ça, pour moi, ça a été vachement difficile à admettre parce que j'ai toujours envie d'être ultra forte, de tout déchirer, de tout porter. Enfin, vraiment, j'ai ce truc de je dois être une machine tout le temps. Et en fait, il y a des moments donnés où tu peux pas. Tu peux Ouais. simplement pas. Ouais, c'est trop. Il faut accepter de pas être OK et puis de demander de l'aide, entre guillemets. Alors, rien que demander de l'aide à mon mari, genre là, il faut vraiment que tu prennes le relais aujourd'hui. Il faut que je me pose. Il faut que, je sais pas, que je fasse de la méditation, que je reste dans mon lit tranquille. C'est très rare, mais il y a eu des fois où je m'en suis rendu compte et je me suis dit là, il faut le faire. Donc c'est OK. Et t'as le droit Complètement. de Ouais. pas aller bien. Ouais. Et d'où ça vient, tu penses, ce côté de vouloir être une machine? Parce que moi, j'ai exactement la même chose. Ah, c'est terrible. Je sais pas si ça vient de mon éducation ou déjà très petite, on faisait beaucoup à la maison avec mon frère parce que mon père travaillait, ma mère avait repris ses études et du coup on faisait énormément, tu vois. Moi je me souviens à l'âge de mes enfants, je savais faire à manger, le matin c'est moi qui faisais mon petit-déj, je nettoyais la cuisine, la salle de bain, je passais l'aspirateur, enfin tu vois, je savais vraiment tout faire. Mais très très jeune, tu vois. Et puis voilà, après j'ai eu ma maman qui était malade pendant longtemps et tout. Et je pense que je me suis un petit peu mis dans cette, je sais pas, dans ce productivité, rôle. quoi. Dans ce rôle de, il y a personne qui va faire pour toi, il faut que tu fasses, quoi. T'as pas le choix. Ouais. Après, mon papa était présent, je veux dire. Je veux pas qu'il voie ça et qu'il dise, sympa pour moi et tout. Non, mais bon, il bossait, il avait sa vie, etc. Donc voilà. Et surtout, il a dû voir les enfants qui faisaient le ménage, il a dû dire cool. Ouais, trop bien. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est vraiment, ça vient de là, quoi. Et puis même, j'ai jamais eu tout cuit dans la main, dans la bouche, je sais pas comment on dit, mais jamais. Toutes mes études, j'ai toujours bossé depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, même quand j'étais au collège, hein, je bossais les week-ends, je bossais les soirs, dans des restos, des bars, des cafés. J'étais tout le temps derrière le bar. Ça, c'est un truc qui m'a toujours, mais tellement plu, j'adore. Et c'est cet échange aussi avec la clientèle, je trouvais ça tellement fun. Mais j'ai énormément bossé pour accompagner mes études et je pense que ça fait partie de tout ça. Ouais, complètement. Ça connecte. C'est ça. Connecte à fond. Et toi? Moi aussi, pendant mes études, ouais, j'ai toujours bossé. Parce qu'à 17 ans, je suis partie de chez mes parents. Ouais. Donc, j'ai dû tout payer, quoi. Enfin, mes factures, mon appart. Ouais, c'est pas pareil, hein. Quand tu reprends tes études, tu vois tout le monde qui est chez papa, maman et qui a pas de problème, en fait, qui a pas besoin de payer des choses. Et toi, tu dois avoir l'université, tu dois avoir ton boulot à côté, les charges, tout ça à penser. Ça te rend fort. Et il y a un peu après ce scénario, je pense, en mode, il y a personne qui va me le donner, donc du coup, faut que j'aille le chercher. Ouais. Et ça lead ta vie. Totalement. Mais je pense que c'est bien. Ouais, complètement. C'est important et j'essaye, malgré le fait que je donne tout à mes enfants, vraiment que j'essaie d'être un maximum là pour eux et
Ça, c'est aussi un problème que j'ai. Je ne sais pas déléguer. J'ai du mal à déléguer. Je me dis toujours, ça va être tellement mieux fait si je fais moi. Et surtout Ouais, quand ça, c'est, ouais, tu vois, c'est quand la c'est mes phrase. enfants, c'est vraiment, je me dis, ok, il faut qu'ils fassent, faut qu'ils apprennent, mais ça va prendre 6 fois plus de temps. Ça va être 4 fois moins bien fait. Mais ça, je travaille vachement là-dessus pour leur faire des trucs aussi. Mais tu vois, c'est vrai que, mais bon, voilà, je pense que malgré moi, c'est comme ça que je me suis construite, quoi. Ouais, carrément. Puis regarde, t'as tout réussi. Tout faire. Ouah, il y a encore du boulot. Ah, bah, toujours, c'est le chemin de journey, comme on Ah, dit. c'est perpétuel. Hein. Moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie de grandir, j'ai envie de faire voyager mes enfants. Enfin, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. On a le temps Bien. encore. Ah bah, carrément. La vie est longue. Vous venez me voir à Bali? Ah ouais, j'aimerais trop. On a un tour déjà qui est incroyable. Mais ouais, on n'a jamais été de ce côté-là. Ouais, on Je va vous toujours attends. de l'autre côté, mais je crois que c'est mieux en plus que question décalage horaire. Le retour sera plus facile. Franchement, ouais, moi, ça va. Hein. Il y a des fois, c'est le décalage, il est chaud, des Ouais. fois. Mais quand tu pars à Bali, n'est-ce pas? Ou quand tu reviens? En fait, des fois, il y a même pas. Ah ouais? Non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment... J'ai vu un spécialiste qui parlait de ça. Il s'appelle Breka, il est incroyable. Et en gros, il explique, pour pas avoir le jet lag, il faut simplement manger au même moment que tu mangeais en fait avant. Tu vois, il faut pas décaler les repas, l'estomac, en gros, parce que c'est ça qui va faire que tu as un gros jet lag ou pas. Ouais, mais c'est Donc impossible. avec Bali, ce qui est génial, c'est qu'il y a 6 heures de décalage. Donc en fait, finalement, ça match quasiment parfaitement. Ok. Parce que nous, on part en Californie, il y a 9 heures. Et si on veut garder les mêmes horaires de repas qu'on a en Suisse, c'est compliqué. Je pense que je pourrais, mais les enfants voudraient pas, non? Ouais, parce que 6 heures, c'est nickel. Ouais, ok. Parce que tu vois, quand c'est midi, c'est 18, enfin, tu vois. Mais oui, donc Bali, quoi. Exactement. Ok, c'est On parti. est tous à Bali. Trop bien. Merci pour tout. Merci, Amandine. Merci pour la valeur que tu apportes. Moi, j'adore. Je te suis, je Oh, t'es regarde. gentille. Merci beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup. Trop cool. Cool. T'as aimé? Oui, c'était très bien. Grave.